Yo, en ce début 2021, je vous souhaite tout d'abord une bonne année et une bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Devrait sortir, si tout se passe bien, le 10 mars 2021, les légendaires, les chroniques de Darkel, tome 2, la croisée sanglante. Il est signé comme au premier opus, au scénario Sobral et au dessin Orpheline. L'heure est donc aux théories, à savoir que va-t-il se passer dans ce prochain tome des légendaires. Donc à tous ceux qui sont intéressés par l'univers des légendaires, cette vidéo sera portée sur le deuxième opus, mais aussi en fait sur la saga entière des chroniques de Darkel. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour être notifié des prochaines vidéo, celle-ci va être divisée en 4 parties, on commence par la première, jingle c'est parti. Voici la dernière page sur laquelle le tome 1 nous a quittés. Cette dernière page est pleine de révélations et a commencé par différents antagonistes qui ont été révélés. En bas de l'image, nous retrouvons Demogar, antagoniste du premier tome, puis à droite, Cadaveron qui semble être l'antagoniste du second à venir. On peut alors supposer aisément que les antagonistes d'après, en arrière de l'image, seront ceux peut-être des tomes encore d'après, 3, 4, que sais-je, jusqu'au boss final, le détenteur de Genesis et grand frère de Kogan. Par ailleurs, ce groupe d'antagonistes se nomme la Fraternité Ultima. Ainsi, pour ce deuxième opus, Cadaveron a été annoncé comme antagoniste. Des extraits ont été dévoilés sur Cadaveron montrant ses pouvoirs. Ce dernier serait capable d'invoquer des êtres, ce qu'on pourrait appeler des jaguarians fantômes. Et là où je veux en venir, c'est qu'à travers cet antagoniste et aussi le personnage de Felicia, ce tome 2 tend à mettre de l'intérêt sur les jaguarians. En témoigne aussi la couverture. Et ça, tout simplement, c'est cool. Le fait que les jaguarians vont être mis à l'honneur dans ce tome me donne encore plus envie de le lire. Mais peut-être que l'aspect le plus important du tome est encore ailleurs. Revenons à présent à l'image de fin. Elle nous révèle une autre chose, que le détenteur de Genesis est en fait le frère aîné de Kogan. Mais pourtant il semble avoir un âge vraiment différent. On en vient donc à la théorie, et si le frère de Kogan depuis tout ce temps dormait et a été réveillé par l'activation de l'épée Ténébris. Cette théorie va dans le sens de la page 9 où quand Galen reprend l'épée Ténébris, le frère de Kogan semble être réveillé. Comme si son esprit était lié à l'épée Ténébris. Mais si le frère de Kogan est lié à Genesis, on peut alors supposer que Kogan lui est lié à l'épée Ténébris. Car sinon pourquoi avait-il cette épée chez lui? Là où ce serait logique, c'est qu'on aurait donc des épées sœurs pour des détenteurs frères. On peut remarquer d'ailleurs sur les épées deux symboles différents, et c'est là où j'en viens à une question, du fait que ces deux épées sont dites comme jumelles, est-ce qu'elles ont alors un ancêtre commun? C'est une question que je vais développer dans la dernière partie, tout comme le lien entre Kogan et Ténébris, car il se pourrait que Kogan ne soit pas neutre dans l'affaire. Pour finir avec ces dernières pages, on peut observer quelque chose de très intéressant, on peut voir sur le trône où était le frère de Kogan, le signe de Darkel. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que par la suite Galen va se ranger aux côtés de la confrérie Ultima? C'est une piste bien mystérieuse et je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez. À présent, on va passer à la deuxième partie sur les révélations du tome 23 sur les chroniques de Darkel. Les tomes 23 auraient été l'occasion de lourdes révélations sur les chroniques de Darkel que nous allons décrypter dans cette seconde partie. À la page 11, Ténébris dévoile à Razia le secret de Darkel. Ainsi, Darkel aurait sombré par vengeance pour sa bien-aimée qui a péri sous l'ordre d'Arcanis. Mais qui est cette bien-aimée? Regardez attentivement l'image. Et oui, il s'agit de Sherilad. Le lien se confirme par le fait qu'elle se bat en manipulant de l'eau. C'est donc là une révélation très importante que nous fait le tome 23. Ainsi, il devrait y avoir une romance entre Galen et Sherilad dans les tomes prochains. De plus, on peut voir sur ce dessin du tome 23 qui sont beaucoup plus vieux qu'ils le sont au tome 1. Il va donc se passer beaucoup d'années entre le premier et le dernier tome, à savoir que 9 tomes ont été annoncés. On peut alors imaginer que cette saga par exemple pourrait être divisée en 3 âges de 3 tomes, où entre temps il se sera passé des années. Je dis ça à tout hasard, mais toujours est-il qu'il va se passer des années entre certains tomes. Cette révélation est de mon avis quelque chose de plutôt positif, dans le sens où il va y avoir une vraie évolution dans le temps des personnages. Mais peut-être que l'intrigue autour de l'épée Ténébris n'ira que jusqu'au premier ou deuxième âge, et que le détenteur de Genesis ne sera pas l'antagoniste principal. Je m'explique, sur l'image on les voit se battre contre l'ordre d'Arcanis, qui sera alors l'antagoniste principal, mais surtout il se bat sans son épée. Galen se bat sans Ténébris. C'est Ténébris qu'on voit d'ailleurs plus haut dans la page brisée, à côté du gant de Kogan dont on reviendra plus tard. Et si Ténébris avait été brisé par Genesis, Genesis qui sera alors le seul moyen de vaincre Ténébris. Par ailleurs, cette théorie que l'antagoniste principal ne serait pas le détenteur de Genesis, mais plutôt l'ordre d'Arcanis va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir qu'on voit le symbole de Darkel aux côtés de la confrérie Ultima, et qui de ce fait nous permet d'ouvrir la piste que peut-être Galen va rejoindre la confrérie Ultima, directement ou indirectement dans le ou les derniers âges. Mais donc quel serait l'enjeu, l'intrigue de cette série? Pourquoi cette bataille contre l'ordre d'Arcanis? C'est ce dont on va parler dans cette troisième partie.
C'est dit implicitement dans le tome 1, c'est induit comme quelque chose de normal pour nous immerger dans l'univers que l'ordre d'Arcanis persécute les Magicors. Ils sont comme une minorité persécutée, il y a même une volonté génocidaire d'après les propos de Calderius. Or, Kogan et sa troupe qui sont des Magicors vont aller à Sable Doré, tout comme Calderius. Tout ceci n'a bien sûr pas de hasard, Patrick Sobral nous tend une perche, les deux vont se rencontrer dans ce tome 2. Cette hypothèse a d'ailleurs été récemment confirmée par un extrait que voici. On voit Kogan déclarer ouvertement être un Magicor à un Calderius qui a justement la volonté de les exterminer. Cette rencontre aura bien son importance dans l'intrigue. Mais peut-être que ce n'est pas la rencontre la plus importante de ce tome. Car cette rencontre, c'est Kenyan et Galen. Car et si Kenyan devenait le grand antagoniste de cette série, pour quand ils auront vieilli, comme on a vu dans la partie 2. Arrogant comme il en a l'air, on l'imagine bien en tant qu'antagoniste qui se battrait contre Galen au nom de la lutte contre les Magicors, prenant la suite de Calderius, et serait donc l'antagoniste de cette grande bataille qu'on voit au tome 23. Dites-moi ce que vous en pensez de cette théorie en commentaire. Kenyan, le futur grand antagoniste de cette série, mais les Magicors sont-ils les seuls ennemis de l'ordre d'Arcanis? Non, car il y a 10 ans, un mystérieux démon unicorne a terrassé l'ordre d'Arcanis. Cette pluralité d'antagonistes me fait poser la question, et si l'épée Ténébris et le démon unicorne étaient liés? On a encore trop peu d'infos à ce sujet, mais j'espère qu'on aura du nouveau dans ce tome 2. Le seul potentiel indice, mais qui à mon goût est un peu trop ambigu, c'est que quand Galen a pris l'épée Ténébris à la fin du tome 1, il commençait comme à devenir un monstre. Une forme d'énergie plasma jaune qu'il faisait comme devenir un dragon. Encore une fois, je trouve l'indice beaucoup trop ambigu pour pouvoir le considérer comme tel. En tout cas, il y a autre chose de bien plus sûr qui est lié à Ténébris. On passe à la 4e et dernière partie. Je parlais tout à l'heure que Ténébris et Genesis étaient comme des épaisseurs, comme Kogan et le détenteur de Genesis, son frère. Mais il y aurait peut-être une deuxième hypothèse. Genesis se rapporte au gène, l'origine. Et si donc Ténébris était une déviante de Genesis, l'originel, que Ténébris aurait été faite après Genesis. Mais maintenant parlons du mystérieux gant de Kogan. Kogan l'utilise comme anti-mage, mais Demogar souligne au tome 1 que ce n'est pas sa fonctionnalité originelle. Dans ce cas, quelle est-elle? Deuxième indice, observez attentivement le regard de Kogan quand il voit Galen à la fin du tome 1 avec l'épée Ténébris, et que ce dernier refuse de la rengainer. À travers ce simple regard, on sent que Kogan a un lourd passé avec cette épée Ténébris. Cette épée Ténébris qui semble être comme l'anneau de Sauron dans le Seigneur des Anneaux, qui s'empare de son hôte. Vous remarquerez que au tome 1, à chaque fois que Galen reprend l'épée Ténébris, à chaque fois les transformations qu'affiche cette dernière sur Galen sont plus importantes. Ténébris gagne en puissance et s'empare toujours plus de son hôte. Dans ce cas, on peut se demander jusqu'à où ça va aller dans le tome 2 et dans encore les tomes d'après. Toujours est-il qu'en témoigne la couverture, la transformation va être encore plus violente dans ce tome 2. Et donc pour revenir au gant de Kogan, et si ce dernier permettait de contrôler Ténébris? Par conséquent, Kogan est l'ancien détenteur de Genesis. Ça irait dans le sens de cette théorie de deux frères pour deux épées sœurs. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez là-dessus. C'est donc sur cette sacrée théorie que se conclut la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. J'espère que ça vous aura donné envie de lire ce futur tome des légendaires à venir. Je vous attends en commentaire pour qu'on débatte de toutes ces théories. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à bientôt, salut!